immigration. Nous en parlons aussi avec notre invité, le grand reporter Sina Amir. Bonjour. Bonjour. Depuis le 27 mars dernier, vous déclinez en podcast un podcast qui s'appelle, dans votre podcast L'Affaire, une série baptisée Le Naufrage. Vous revenez sur une séquence tragique, une embarcation en détresse avec à son bord plus d'une centaine de candidats à l'exil qui a sombré en Méditerranée. Il y a tout juste 3 ans d'ailleurs, c'était entre le 21 et 22 avril 2021. C'est une enquête en 4 épisodes. Dans nos journaux TV5 Monde, on parle régulièrement de ces drames, de ces destins brisés. En préambule, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous considérez que ces questions sont globalement sous-médiatisées ? C'est en tout cas ce que cette enquête et ce podcast cherchent à montrer aussi. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets en 2015, au moment de ce qu'on a appelé le pic de la crise migratoire, au moment où des centaines de milliers de personnes fuyaient notamment la Syrie pour essayer de trouver refuge sur les côtes grecques, sur les côtes italiennes, en transitant par l'Afrique et la Libye. On parlait énormément, en tout cas, moi je suis parti en reportage dans tous ces pays-là, énormément de ces sujets-là. Un peu avant 2013, on a le naufrage de Lampedusa qui avait été couvert et qui avait fait la une de tous les journaux et les télévisions et les JT dans le monde. On a la photo de cet enfant, Aylan Kurdi, dont on se rappelle, qui avait marqué aussi l'opinion publique. On est 10 ans plus tard, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de morts encore en 2023, l'année dernière, sur ces routes migratoires. Et on en parle beaucoup moins, oui. C'est sûr. On va y revenir. Comment avez-vous enquêté? C'est la question que l'on peut se poser. Eh bien, pour le comprendre, on va écouter un extrait de votre podcast et on revient vers vous. L'histoire du naufrage que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce silence qui nous envahit. Lorsqu'il y a des appels de détresse en mer, au sein de nos gouvernements, comme sur nos écrans. C'est pour ça qu'à chaque épisode, vous allez entendre des témoins différents de la même histoire, pour tenter de rompre ce silence. Je ne le souhaite à personne d'arriver sur les lieux d'un naufrage. Voilà. La voix que l'on entend est celle d'une collaboratrice de l'ONG SOS Méditerranée qui travaillait pour l'Ocean Viking, une sorte de lanceuse d'alerte, on va dire. Qui est-elle réellement ? Morgane, c'est une jeune sauveteuse, comme il y en a beaucoup, issue de la société civile, qui participe aux rotations en mer de ces ONG en Méditerranée qui ont commencé dans les années 2015-2016. Là, pour la première fois, elle embarque sur ce bateau en pensant sauver le plus de vies possible. Et au bout de quelques heures de navigation, elle, comme les 24 autres membres d'équipage marins aguerris, plus aguerris peut-être qu'elle, sauveteurs et sauveteuses qui sont à bord, sont confrontés à ce qu'elle qualifie une mer de honte, c'est-à-dire ces 2 boudins gris de cette embarcation qui a fait naufrage à une centaine de kilomètres de la côte libyenne. Et petit à petit, des points fluorescents qui apparaissent en mer, ces gilets de sauvetage avec des personnes inanimées à l'intérieur. Ouais. C'est très intéressant de voir comment vous travaillez, vous expliquez finalement les scénarios de ces drames, ces naufrages avec de la documentation. Les échanges radio, par exemple, sont une mine d'informations pour comprendre logiquement et comment on pourrait prévenir ces drames. Pourtant. On parlait en début de notre entretien du silence qui entoure ces noyades et ces morts. Pour faire émerger les faits et la vérité au milieu de cette mer de silence, il faut retrouver à la fois des témoignages, là on a des sauveteurs qui sont arrivés le lendemain de ce naufrage et qui ont vu ces personnes mortes en mer, et c'est rare, d'habitude comme je vous le disais, elles arrivent sur des sauvetages, là, elles arrivent sur un naufrage et elles constatent de leurs yeux le bilan de victimes. Ensuite, on a des enregistrements en mer, effectivement, ce qui permet de recréer une sorte de frise chronologique de ce naufrage pour comprendre qui était en capacité d'intervenir, comment les secours ont été mobilisés ou non, et qui n'est pas intervenu au final pour arriver à ce drame. On a un premier appel de détresse, il y en a eu des dizaines, il faut le comprendre, dans ce naufrage, et c'est pour ça que je me suis intéressé, des dizaines pendant plusieurs heures. Pendant près de 10 heures, on a une trentaine d'appels de détresse de ces personnes piégées en mer, en pleine tempête, par des vagues de 3 à 6 mètres. Et à ce moment-là, normalement, il y a une carte des secours qui est organisée, selon l'endroit où vous vous trouvez en Méditerranée. C'est le droit maritime qui règne, et il doit y avoir assistance à ces personnes une fois que ces appels de détresse sont passés. On a leurs coordonnées GPS, et pendant 10 heures, malgré ces appels de détresse, il n'y a pas de moyens de sauvetage qui vont être dépêchés sur zone. Yeah. Et donc c'est tout ce drame qui en illustre des centaines depuis 10 ans en Méditerranée, qu'on voulait raconter, que je voulais raconter dans ce podcast, à travers ces enregistrements radio, à travers ces témoignages et à travers ces appels de détresse dont j'ai retrouvé des retranscriptions pour comprendre en fait à quelle minute, à quelle heure, à quel moment
les premiers appels ont eu lieu et à quel moment la réponse ne s'est pas faite. Oui, on comprend qu'effectivement ces drames paraissent irrémédiables alors qu'on a des éléments. On retrouve la voix de Morgane, son témoignage est central. Elle raconte ce moment où un message de détresse, vous l'évoquiez, retentit dans la cabine de l'Ocean Viking. Au cours de la soirée, on entend à la radio un Mayday qui pour moi sera glaçant. Il y a eu 0 réponse à ce Mayday dans les communications VHF. En fait, c'était un silence aussi assourdissant de voir à quel point ces recherches-là n'étaient pas coordonnées et qu'il n'y avait aucune réponse de la part des autorités maritimes à ce moment-là. Buongiorno, ufficiale di servizio. Buongiorno, siamo della Ocean Viking. Vers le milieu de la journée, vers 13h, on apprend qu'un des navires marchands a repéré en fait 3 cadavres dans notre zone de recherche. Donc là, ça commence à se concrétiser. Et nos peurs se concrétisent aussi sur le fait qu'on n'est pas arrivé à temps et que en fait, ces personnes-là, à l'heure qu'il est, ne doivent plus être vivantes en fait. Voilà, c'est une situation très traumatique. Ces sauveteuses, finalement, comme Morgane, elles ne sortent pas toujours indemnes de ce qu'elles voient. Ah non, certainement pas, et là encore moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une situation politique en fait des deux côtés de la rive méditerranéenne. Et ces personnes, ces sauveteurs, ces sauveteuses sont seuls au milieu de cette mer à essayer pendant des heures, dans le noir, la nuit, avec des jumelles, sans moyen de coordination au-dessus de leur tête qui les contactent, de retrouver les personnes en danger et pour essayer de prêter assistance. C'est toute la solitude de ce moment qu'elle raconte dans cet extrait, dans ce podcast. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui s'engagent, de la société civile, pour venir justement répondre à un désastre depuis 10 ans en Méditerranée. Une défaillance aussi. À une défaillance, certainement, puisque la carte des secours, en tout cas telle qu'elle a été mise en place ces dernières années, depuis 2018, par l'Union européenne et par l'Italie, finance un État défaillant, la Libye, pour venir sauver des personnes et les intercepter. On ne parle même plus de sauvetage, on parle d'interception. Et les ramener dans un pays où elles subissent des crimes, des violences, des tortures, des viols. Et tout ça est documenté à la fois par les Nations Unies, à la fois par des reportages, à la fois par le Conseil de l'Europe. Et pourtant, on laisse cette mer traiter ce problème et en l'occurrence livrer ces personnes à des dangers extrêmes. Et vous le dites très bien, c'est très documenté. Chacun arrivera à ses conclusions, mais qu'est-ce que ça dit finalement de cette situation qui est extrêmement, finalement, assez cynique. Vous en parlez beaucoup dans la partie aussi le blocage, qui est un autre épisode de la série. J'ai voulu pour ça interviewer François Hollande. Il était en exercice à l'époque, donc dans les années où justement ce dispositif de sauvetage confié à la Libye a été mis en place, comprendre avec lui comment ça se fait que l'Europe, alors qu'elle avait tenté une première mission de sauvetage en 2014 via l'Italie, l'opération qu'on a appelée Mare Nostrum, de mettre des bateaux militaires européens dans cette mer pour justement sauver ces personnes qui se livrent à ces traversées, poussées par des passeurs et des réseaux criminels. J'ai voulu comprendre avec lui comment on a décidé finalement de mettre un voile dessus, de s'éloigner, d'éloigner nos bateaux, de ne plus regarder ce qui se passe en Méditerranée et de laisser un État en situation de guerre depuis plus de 10 ans traiter ces questions. Sa réponse, et c'est aussi ce qui parfois nous éloigne de ce sujet, c'est qu'on est face à une impuissance de l'Europe de se coordonner sur cette question. Vous prenez le pacte asile et immigration qui a été voté la semaine dernière, il n'y a pas une ligne sur les opérations de sauvetage. Ce n'est pas une question. Moi, mon propos, c'est pas de compter le nombre de personnes qui arrivent. Le propos, c'est de savoir combien de personnes partent et combien de personnes meurent en mer, en fait. Et dans toute cette enquête, on a 130 personnes qui sont parties ce soir-là et qui sont mortes un même jour en Méditerranée. Pendant 10 heures, elles ont été signalées en détresse à tous les centres de coordination européens et personne n'a rien fait. Et la question aussi que vous posez aussi, et très rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, c'est aussi le bilan, parce que vous l'avez un peu évoqué, ça date depuis plusieurs années, ça fait plus de 10 ans. Quel est le bilan? À quel moment fait-on un bilan de la situation pour justement y remédier? Ça fait plus de 10 ans qu'on compte. Et en 10 ans, l'ONU estime à 30 000 morts. Mais pour compter des personnes qui meurent au milieu de la mer, je peux vous dire que ce bilan est largement sous-estimé selon les experts et les ONG sur place. Maintenant,
Avant, ils existaient déjà et on ne les comptait pas. Donc on est potentiellement à 3 fois plus, 4 fois plus de morts. Donc on dépasse peut-être une centaine de milliers de morts en Méditerranée. Et là-dessus, derrière ce bilan, on met des chiffres, mais on oublie en fait que ce sont des humains tous les jours qui partent dans cette traversée de la mort et on ne fait rien pour pouvoir les sauver. Il faut écouter ce podcast que vous coproduisez, Sina Mir, le podcast L'Affaire, disponible sur toutes les plateformes. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.